Bonjour Nicolas Merkovic. Bonjour Irina Dubois. Bonjour Fabien Boublé. Bonjour Irina Dubois. Alors, donc Nicolas, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le chaos ukrainien, un ouvrage assez récent, on l'a présenté au Dialogue franco-russe il y a quelques temps, L'Amérique Empire aussi, évidemment, et Le martyr de Kosovo un petit peu plus tôt. Fabien, vous êtes expert en politique énergétique et vous avez publié en 2021 Nucléaire, les vérités cachées. Et là, aujourd'hui, première pour le Dialogue franco-russe, vous avez donc publié en 2023 Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Et on va en parler précisément de cette guerre aujourd'hui. Nous parlons depuis 3 ans pratiquement au Dialogue franco-russe, mais pas que, sur différents plateaux alternatifs, du risque de la Troisième Guerre mondiale poussée par la guerre en Ukraine. Sauf que vous écrivez tout de suite que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale et c'est la guerre de l'énergie. Et on va en parler. Mais j'aimerais bien qu'avant que vous dressiez l'image de ce monde, on est mi-novembre 2024, la victoire de Trump, BRICS, l'émergence de BRICS d'un côté, de l'autre côté, la crise mondiale économique, la guerre en Ukraine qui ne s'arrête pas, il ne va pas peut-être s'arrêter rapidement, conflit en Israël. Où en sommes-nous? Nicolas, peut-être. C'est sûr et certain qu'il y a une tectonique des plaques qui bouge à une vitesse assez impressionnante en ce moment. Le monde va très très vite et c'est la cause de toutes ces instabilités. On ne va pas remonter dans la genèse, mais on peut dire que très rapidement, à la fin des années 90, quand le bloc soviétique s'est écroulé, il y a une espèce d'aspiration. Les États-Unis ont cru que c'était leur heure qui était arrivée. Fukuyama parlait de la fin de l'histoire et que le nouvel ordre mondial dont Bush avait parlé allait se déployer. Et puis on se rend compte que 20 ans plus tard, on en est loin. Pourquoi? Parce que le but des Américains était clairement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rival sur le continent eurasiatique. Or, non seulement il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a la Chine, qui est aujourd'hui le premier pays mondial en PIB et en parité de pouvoir d'achat. Vous avez la Russie, et qui est un des pays, qui est le premier pays de PIB en parité de pouvoir d'achat d'Europe, devant l'Allemagne, devant la France, et qu'aujourd'hui les États-Unis sont un empire malade. On arrive à cette situation de surextension impériale dont avait parlé Paul Kennedy, qui est un historien britannique, un des plus grands connaisseurs du monde américain. Et les États-Unis ne peuvent plus à la fois mener cette guerre qu'ils voulaient, enfin cette guerre culturelle, militaire parfois aussi, mais cette volonté de domination du monde qu'ils avaient quand l'URSS s'est écroulée, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne vont pas y arriver. Donc ils ont plusieurs alternatives. Donc, en parallèle de tout cela, le modèle occidental qui a rayonné sur le monde depuis ces derniers siècles est extrêmement malade. Non seulement la locomotive américaine est fatiguée, les atlantistes, le modèle atlantiste européen n'a pas suivi comme les États-Unis, et nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont extrêmement divisées entre conservateurs d'un côté, si je veux schématiser, et on va dire wokiste, cancel culture de l'autre, avec des sociétés avec de l'immigration massive. Donc on se perd dans l'identité de ces différents pays. On voit également aussi qu'il y a des problèmes de recherche, d'éducation, de santé. Bref, nos sociétés sont malades. Et dans cette situation où l'Amérique est affaiblie, eh bien évidemment, et vous avez des nouveaux empires, ou des nouvelles puissances plutôt, on devrait dire, qui émergent. On en voit assez rapidement d'un côté les BRICS qui sont en train de se monter. On a vu le succès du sommet de Kazan, où quasiment des pays qui représentaient la moitié du monde étaient présents. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, est venu lui-même à Kazan. Et en parallèle, vous avez l'Afrique qui a une démographie galopante, l'Asie qui a envie de prendre globalement la place de continent le plus puissant du monde, et les États-Unis qui élisent Trump et qui se rendent compte que justement leur société est malade, leur société ne va pas bien, et ils cherchent un super-héros à leur façon, et qui est aujourd'hui Donald Trump. Et donc ça va chambouler les cartes sur la scène mondiale et dans le monde occidental. Et le super-héros, Donald Trump? Non, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'intègre ces données géopolitiques sous le prisme de l'énergie. Pour moi, et c'est la thèse de mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial », les guerres de demain, les tensions géopolitiques de demain seront liées au contrôle de l'énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, l'histoire de l'énergie n'a que 150 ans. Il faut rappeler qu'en réalité, c'est vraiment très court, hein. En réalité, le colonel Drack découvre en 1859 la manière de forer les puits de pétrole. Et à partir de cette découverte, eh bien, toutes nos sociétés contemporaines ont été biberonnées à l'énergie
pour son économie, pour son industrie, et aujourd'hui encore plus avec le développement de l'informatique. De ce fait, les conflits qui ont pu être, on va dire au 19e et au 20e siècle, territoriaux, sont en train de se transformer en conflits de contrôle énergétique. Et dans ce sens, par rapport à la tectonique des plaques que l'on vient d'exposer, moi, je mets le filtre énergétique là-dessus. Et pour moi, eh bien, en fait, on a déjà deux grandes puissances et deux empires. L'empire russe d'un côté, avec une autonomie énergétique totale. Ça veut dire que les exportations sont supérieures aux importations, c'est-à-dire qu'on a un solde positif. Et en face, les États-Unis, surtout depuis 2016 et en particulier depuis le premier mandat de Donald Trump, sont autonomes énergétiquement, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis exportent plus qu'ils n'importent. Donc nous avons deux puissances en autonomie énergétique. Et au milieu, et c'est, je pense, la clé de ce grand conflit mondial, l'Europe dépend de 62%, selon les chiffres d'Eurostat, de ses importations en énergie. Évidemment, cette situation reconfigure complètement les tensions internationales, parce que l'Europe est affaiblie, la Russie ou les États-Unis veulent se partager le gâteau économique de l'Europe. D'un côté, Vladimir Poutine s'allie avec l'Allemagne dans un premier temps, ces 20 dernières années, pour la distribution du gaz russe et faire en sorte que l'Allemagne se développe économiquement en Europe avec le gaz russe. De l'autre côté, les États-Unis supportent pas cette situation et veulent couper ce cordon ombilical, et ça se traduira par le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 du passage du gaz entre la Russie et l'Allemagne, et veulent aussi déployer la vente de leur gaz et la vente de leur nucléaire. De l'autre côté, comme les États-Unis sont autonomes énergétiquement, les BRICS et les pays de l'OPEP sentent bien qu'ils sont obligés de quitter l'écosystème américain pour se rapprocher de la Chine, qui elle aussi n'est pas autonome énergétiquement et a un besoin crucial pour son économie de gaz, de pétrole. Et c'est pour ça que la Chine s'allie avec la Russie, notamment dans ce grand moment qui était intervenu en mars 2023 de mémoire, où Xi Jinping vient à Moscou pour signer des contrats de distribution de gaz avec la construction de Force Sibérie 2 et l'achat de centrales nucléaires. Et de l'autre côté, la Chine fait en sorte d'organiser l'amitié et la pacification de l'Iran et de l'Arabie saoudite et la reconfiguration des BRICS. Et donc évidemment, et dans tout ça, eh bien, ça a une influence au Moyen-Orient. Et en fait, tous les grands problèmes énergétiques ont cette influence géopolitique et conduit à des tensions. Les poches de gaz au large d'Israël, la distribution du gaz en Azerbaïdjan, au Niger, la place que va occuper, qui veut occuper la Russie pour le contrôle de l'uranium. Enfin, et donc moi c'est vrai que j'ai ce prisme, et pour moi, en fait, on rentre de plein pied dans la Troisième Guerre mondiale, qui est une guerre de l'énergie. Et tout ça sur le fond du conflit en Ukraine. Et là, j'aimerais bien juste revenir sur ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN tout récemment, Mark Rutte. Il a déclaré qu'il fallait intensifier le soutien à l'Ukraine. Donc, ce qu'on voit que les États-Unis se désistent petit à petit. Bon, on va voir, mais à aujourd'hui, il en reste encore 3 mois pour vérifier justement tous ces espoirs qu'on porte sur la décision de Donald Trump. Et de l'autre côté, l'Europe qui apparemment veut, de toute façon sur le papier, veut la guerre sans vraiment avoir demandé à ses populations. Comment faire? Qu'est-ce que vous en dites? C'est de l'idéologie pure. Pourquoi est-ce que l'OTAN veut maintenir une guerre en Ukraine? Bon, l'OTAN est archi-responsable de cette situation en Ukraine. L'OTAN forme l'armée ukrainienne contre l'armée russe depuis le coup d'État qui a eu lieu à Kiev en 2014. Il y a les traces de doigts de l'OTAN partout sur cette guerre. Et aujourd'hui, au lieu de se rendre compte que cette guerre, elle nous a séparés de la Russie, donc la première puissance mondiale en ressources naturelles connues. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Vous savez, on dit en France qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et là, on arrive à cette situation géopolitique mondiale, on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées non plus. On ne sait pas s'en sortir et on pense que la seule façon de s'en sortir, parce que c'est une méthode qu'on a déjà utilisée dans le passé, c'est la guerre.
Mais pour faire la guerre, il vous faut de la puissance, il vous faut une armée, il vous faut un but, il vous faut une stratégie. L'OTAN, c'est une alliance de pays. Par exemple, je vais mettre dans l'OTAN, vous avez un pays comme la Turquie, qui aujourd'hui, ou la Hongrie, ou la Slovaquie, qui ont tous des relations très de proximité avec la Russie, et vous avez des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis qui ne cessent de faire cette guerre contre la Russie. Comment voulez-vous vous faire une alliance quand il n'y a pas une vision stratégique commune? Donc c'est déjà quelque chose qui était extrêmement important de noter. L'OTAN est responsable, et au lieu d'avouer, de reconnaître sa défaite, au lieu de reconnaître que ça ne marche pas et que ce n'est pas dans l'intérêt des Ukrainiens, ni des Russes, ni des Européens de faire cette guerre. Vous savez, l'Europe a eu 2 guerres mondiales au siècle dernier, des dizaines de millions de morts, des économies qui ont eu du mal à s'en remettre. Si on est vassalisé aux États-Unis aujourd'hui, c'est en partie parce qu'on n'a pas su se défendre nous-mêmes et préparer notre chute, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale, et que les Américains, eux, qui sont arrivés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur les plages de Normandie, eux ont su tirer leur épingle du jeu. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a à la tête de l'OTAN des militaires qui ne se battent pas, qui n'envoient pas leurs enfants se battre, qui ne connaissent pas la culture locale, et qui disent, eh bien, on va continuer de faire la guerre. Et on leur demande après, mais avec quel argent? Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de stratégie, qu'ils n'ont pas de finalité, autre que affaiblir la Russie. Ils n'ont pas des moyens. L'Europe, aujourd'hui, l'Union européenne a déjà déversé plus de 200 milliards d'euros dans ce qui est un véritable tonneau des Danaïdes de l'aide à Zelensky. On ne sait pas où va cet argent, et l'armée ukrainienne est en train de reculer. L'armée ukrainienne recule, la Russie résiste aux sanctions anti, plus de 14 000 sanctions contre la Russie, elle résiste. 17 000, voilà, on va faire comment dire, on regarde le nombre de sanctions. Plus on met, plus la Russie résiste. Ça ne marche pas. Et c'est dangereux parce qu'au bout d'un moment, l'OTAN risque de faire quelque chose qui sera irréversible. Là, pour l'instant, je pense que la Russie retient sa puissance. Elle a des pays membres de l'OTAN qui sont clairement dans cette guerre impliqués. La Russie pourrait répliquer. Elle pourrait répliquer contre des différents membres de l'OTAN qui fournissent des armes, qui sont sur le terrain. Il y a des commandos de l'OTAN qui sont sur le terrain, qui fournissent de l'information, des satellites. Elle ne le fait pas parce qu'elle sait que si elle s'impliquait et qu'elle rendait son pareil à ces différents pays, eh bien, ça serait la Troisième Guerre mondiale en Europe aujourd'hui. Et l'OTAN, au lieu de comprendre ça, continue de dire on va envoyer des hommes sur place, on va rajouter de l'huile sur le feu. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est l'OTAN qui pourrait déclencher cette Troisième Guerre mondiale militaire. En réalité, moi, je pense qu'il faut raisonner un petit peu autrement que par rapport à la guerre en Ukraine. Depuis le début, on voit les commentateurs à la télévision parler strictement de la guerre en Ukraine, qui est le lieu territorial de la guerre physique. C'est le lieu où a lieu cette guerre. Mais pour moi, quand on joue aux échecs, on appelle ça une fourchette. La fourchette, c'est de mettre en échec le roi pour aller récupérer la reine dans un second coup. Et en réalité, la guerre en Ukraine, c'est un peu une fourchette. C'est-à-dire que les États-Unis vont mettre en échec l'Ukraine, la Russie, vont conduire à cet échec au roi, mais en fait, in fine, l'objectif des États-Unis, c'est d'affaiblir l'Europe. Et en fait, en réalité, aussi terrible que ça puisse représenter, nos dirigeants européens n'ont pas compris que la guerre en Ukraine n'était pas une guerre contre l'Ukraine, mais une guerre d'affaiblissement de l'Europe et des institutions européennes. Et on le voit très clairement sur la question de l'énergie. Quand il y a le début de la guerre, automatiquement, il y a des sanctions énergétiques. Puis, il y a le sabotage de Nord Stream, puis il y a progressivement la Pologne qui coupe le gazoduc entre la Russie et la Pologne et inaugure Baltic Line, qui est le gazoduc qui vient de la mer du Nord et de là-haut, de la Norvège. Et donc, progressivement, on coupe les ponts énergétiques. Et ce faisant, ça affaiblit terriblement économiquement l'Europe. Et alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'Allemagne, qui est le pays de l'industrialisation de l'Europe, n'a plus l'énergie nécessaire pour produire, ferme Volkswagen, et en même temps, le second effet de cette guerre conduit les États-Unis à faire l'Inflation Reduction Act pour aspirer les industries européennes. Donc, l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, avec 62% d'importation, est dans une situation terrible, puisqu'on lui a supprimé les capacités, moi je prône plutôt la diversité, de pouvoir
continuer à acheter des ressources énergétiques venant de la Russie, même si depuis le début, il n'y a pas eu de boycott du gaz russe, puisqu'il n'y a jamais eu d'embargo sur le gaz russe. Par contre, on n'a plus le gaz par gazoduc qui vient, mais on achète du gaz naturel liquéfié russe. Justement, et ça c'est l'une des questions clés de votre livre, c'est entre autres le sabotage du Nord Stream 2. Et là, donc lors du sommet du club Waldai, Vladimir Poutine, tout récemment, dans une conversation avec un journaliste, dit « Pourquoi Nord Stream 2 reste-t-il inactif alors qu'il pourrait fournir 27 milliards de mètres cubes de gaz? Tout est prêt, mais Berlin ne bouge pas. » Donc la question, pour ceux qui ne savaient pas, alors, Nord Stream fonctionne. Oui, alors, il faut juste expliquer concrètement ce qu'est Nord Stream. Nord Stream, c'est 2 gazoducs, mais en fait, c'est 4 tuyaux. En fait, c'est 4 tuyaux de gazoducs. Enfin, on dit Nord Stream 1 et Nord Stream 2, mais Nord Stream 1, c'est 2 tuyaux, et Nord Stream 2, c'est 2 tuyaux. Chaque tuyau peut distribuer 27,5 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que les 4 tuyaux peuvent distribuer 110 milliards de mètres cubes. Et pour expliquer, pour ces 110 milliards, c'est 25% de la consommation européenne de gaz. C'est vous dire l'importance. Et dans ce sens, on peut effectivement comprendre pourquoi les États-Unis ont considéré que la Russie allait vassaliser l'Europe avec son gaz, puisqu'effectivement, la Russie, en devenant un des principaux fournisseurs de gaz allemands, 70% à peu près, entre 60 et 70%, a un poids politique extrêmement fort en Europe. Et c'est ce qui fait peur aux hiérarques américains. Et donc, de ce fait, comme les gazoducs n'ont pas été entièrement sabotés, effectivement, il y a sur les 4 gazoducs un tuyau qui n'a pas été saboté. Donc il reste 27,5 milliards de mètres cubes, ce qui va être un enjeu fondamental pour l'Allemagne, parce qu'ils n'ont pas la même position, et vous savez que le gouvernement allemand est actuellement en marasme complet, avec même un risque d'élection potentielle. Il est incontestable que ces 27,5 milliards de mètres cubes peuvent être une opportunité pour l'Allemagne et les faire souffler un petit peu, même si leur besoin en gaz est supérieur. Donc, je pense, pour ce qui me concerne, que dans le plan de paix entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, la question du passage du gaz par Nord Stream sera essentielle. Selon moi, Vladimir Poutine obtiendra le passage du gaz sur le gazoduc existant et obtiendra même peut-être la réparation d'un des tuyaux. Mais je pense, c'est une intuition, ce n'est pas... mais je pense que les Américains mettront leur holà sur Nord Stream 2. C'est-à-dire ce que ne veulent pas les Américains, c'est qu'il y ait une dépendance totale du gaz russe. Donc ils vont accepter un peu de passage du gaz, 55 milliards de mètres cubes, mais ils feront comme ils ont fait avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire dans le mandat de Donald Trump. Et ce qu'ils ne voulaient absolument pas, c'est le doublement des capacités de distribution du gaz russe. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours les gazoducs historiques qui passent par l'Ukraine, et ça, les Américains veulent garder un droit de regard sur le gaz qui passe vers l'Europe. Donc, on est dans une situation où le plan de pacification de ce qui va se passer en Ukraine va intégrer une forte dimension gazière, incontestablement. Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Et il faut regarder que ce conflit en Ukraine n'est pas un conflit concernant les Russes et les Ukrainiens. Il est bien au-delà de ça. Les États-Unis ont peur depuis longtemps de la puissance russe, comme vient de le dire Fabien Bouglet, des relations que la Russie a avec le reste de l'Europe. La Russie a des relations avec le reste de l'Europe depuis même avant l'existence des États-Unis. Donc c'est pas quelque chose, et c'est quelque chose qui inquiète les États-Unis parce qu'ils voient l'Europe de l'Ouest comme un marché captif. Vous savez, vous avez Elliot Cohen, qui est un professeur émérite aux États-Unis, qui lui a écrit un livre qui s'appelle Le Big Stick, qui reprend le terme de Roosevelt sur cette méthode que les Américains emploient d'utiliser le gros bâton. Portez le gros bâton, lisez Roosevelt, soyez silencieux et vous irez loin. Donc il parle de cette situation. Il dit que l'Europe, globalement, si les États-Unis sont intervenus en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a dit aussi horrible que puisse être le nazisme, le communisme, ça n'avait rien à voir avec ça. Ils avaient peur qu'il y ait une puissance européenne qui rayonne sur le reste de l'Europe. Parce que pour les États-Unis, le problème n'est pas apporter la démocratie, la paix, les droits de l'homme. Le but, c'est d'avoir un marché captif.
à qui ils vont vendre leurs voitures, vendre leurs centrales nucléaires, vendre leurs armes, vendre leurs conseillers, vendre leur système informatique, vendre leur téléphone. Bref, c'est ça le but des États-Unis. Et si la Russie développe, qui est un très grand pays, extrêmement puissant, profite d'un partenariat intelligent avec l'Europe, l'Europe n'a plus besoin des États-Unis. Et les États-Unis perdent 400 millions de consommateurs du jour au lendemain. C'est ce qu'ils pensent. Et ce qui est tout à fait fondamental, il y a une vidéo de George Friedman en 2015 qui l'explique parfaitement sur Internet. Il intervenait pour un think tank américain. Il disait la pire des choses pour les États-Unis, c'est les matières minérales et l'énergie russe avec l'industrie allemande. C'est la pire des choses. C'est exactement ce qui a été l'objectif des États-Unis dans le fait de casser et de couper. Et il faut quand même dire une chose incroyable et très intéressante par rapport au sabotage de gazoducs. Cette affaire de gazoducs, elle n'est pas récente. Il faut revenir à Ronald Reagan. Ronald Reagan, au début des années 80, qu'est-ce qu'il voit? Il voit François Mitterrand élu avec le programme commun de la gauche, de l'extrême gauche et de la gauche modérée. Et que fait Mitterrand? Il met en place la construction de l'euro-sibérien, c'est-à-dire le gazoduc qui navigue entre la Russie et la France. Les États-Unis voient dans cette liaison dangereuse un danger mortel et mettent en place les premières lois extraterritoriales pour punir les entreprises qui participent à la construction de l'euro-sibérien. Et déjà à l'époque, la peur, quand on retrouve, il y a des articles que je cite dans mon livre, la peur des États-Unis, c'est cet échange. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique, parce qu'à l'époque c'est l'Union soviétique, n'a plus d'argent. Et donc elle fait un deal avec l'Europe de l'Ouest en disant « vous nous apportez le business, vous nous apportez la matière première, vous nous apportez la compétence pour construire les gazoducs, et nous, on vous distribuera tant de gaz. » Donc en gros, c'est un échange marchandises. On vous met tant de gaz pendant tant d'années, gratos, en échange de la construction. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Et à l'époque, la CIA, on se rappelle de l'affaire Farowell, où les États-Unis découvrent avec l'affaire Farowell qu'il y a un certain nombre d'agents secrets qui ont pénétré les scientifiques américains, et on découvre ainsi que certains Américains, en rétorsion, mettent en place des opérations de sabotage dans les gazoducs de l'euro-sibérien en Russie. Et donc, en fait, en réalité, cette affaire de gazoduc n'est pas une affaire récente, c'est une vieille histoire, c'est une histoire historique de ce que les États-Unis ont une peur terrible de la relation entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Et tout ça, vous allez trouver pas seulement dans ce livre, mais également dans le livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier. Cette peur viscérale. Exactement. Très bien. Là où vous êtes d'accord, je pense, vous écrivez dans vos ouvrages respectifs que finalement l'indépendance nationale est la clé du développement économique, certes, et ça passe par la souveraineté énergétique. Mais comment s'émanciper finalement face à Washington et face à Moscou? Puisque c'est ça l'idée aussi de votre livre, c'est d'essayer de garder le cap avec les deux. Comment? Voilà. Voilà. En fait, moi, comme je le dis, on passe d'une vassalisation avec le pacte Poutine-Schröder, qui est intervenu depuis l'Energiewende en Allemagne, d'une vassalisation réelle, c'est-à-dire, on peut parler de vassalisation, en tout cas dépendance, d'une dépendance russe à une dépendance américaine. D'ailleurs, la patronne d'Engie, hier, sur France Info, a parlé de manière étonnante, depuis l'élection de Donald Trump, qu'il fallait arrêter notre dépendance, et non pas au gaz russe, cette fois-ci, mais au gaz américain. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ce changement sémantique, mais aussi ce changement idéologique et doctrinal. Il faut se rappeler une chose fondamentale dans le gaullisme. Le gaullisme prône, et De Gaulle prônait une relation équilibrée avec la Russie et avec les États-Unis. Cette relation équilibrée, elle doit nous servir à assurer notre autonomie énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a cette dépendance énergétique, il faut qu'on continue à acheter du gaz à la Russie, il faut qu'on fasse du business
sur le nucléaire avec Rosatom et Framatome. Et en même temps, il faut qu'on diversifie et qu'on fasse aussi du business avec les Américains qui nous donnent du gaz naturel liquéfié, parce qu'il est important pour l'Europe d'avoir des sources d'énergie diversifiées pour une raison simple, c'est qu'elle a besoin aussi de baisser sa facture énergétique. Et donc avec la due concurrence, sauf que là, la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé actuellement, c'est qu'on a créé un déséquilibre où on a prôné un arrêt complet à la demande des Américains de nos relations avec la Russie, et on s'est mis complètement au chevet de l'Amérique. Alors, il faut rééquilibrer ce point-là. Ça me semble essentiel. Et le rééquilibrer aussi par une plus faible dépendance énergétique avec le déploiement des réacteurs nucléaires en France, mais aussi en Europe. Avec ce que je prône, moi, un plan nucléaire européen. D'ailleurs, Thierry Breton, qui était le commissaire français avant d'être démissionné, avait voulu déployer un nucléaire Act, qui était un peu un plan nucléaire européen, et ça, les Allemands, ils n'ont pas accepté, donc ils l'ont remercié. Donc c'est très intéressant. Pour moi, le nucléaire est la clé de l'indépendance énergétique de l'Europe. On va revenir à cette question nucléaire. Nicolas, face à Moscou et face à Washington, où est la place de la France? La France doit redevenir un pays souverain. C'est la clé de tous les problèmes se retrouvent dans la souveraineté. À partir du moment où on met notre destin entre les mains d'autres personnes, on laisse d'autres personnes décider de notre avenir, eh bien on perd notre liberté. Et c'est pour ça que la France se retrouve tirée dans ces lois européennes sur l'énergie, se retrouve aspirée par les États-Unis dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, parce que nous avons sacrifié notre indépendance, notre souveraineté. Un État souverain, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de satisfaire les intérêts de son peuple. C'est qu'un peuple souverain qui peut décider de travailler avec les Chinois, avec les Américains, un jour avec les Américains, le lendemain avec les Russes, avec les Nigériens, avec qui il veut. Le peuple, enfin en tout cas l'État souverain, cherchant cela à satisfaire son intérêt, va pouvoir répondre du mieux possible aux demandes de son marché et donc du coup faire travailler les lois du marché pour avoir l'énergie de la meilleure qualité, au meilleur prix, de s'approvisionner, de faire du commerce intelligent, d'exporter, de faire des partenariats. Mais aujourd'hui, on a délégué tout cela à l'Union européenne, par exemple, toute une partie, qui donc l'Union européenne nous entraînant dans la guerre contre la Russie, la France avait un rôle privilégié avec la Russie. Le premier employeur indépendant étranger en Russie, c'était la France. Il y avait beaucoup d'entreprises qui sont implantées en Russie. Alors, il y a peu de commerce entre la Russie et la France par rapport à d'autres grands partenariats, mais la Russie était un territoire incroyable de développement pour des entreprises françaises. Donc, on se dit, qu'est-ce que nous apporte cette guerre? Rien. Des morts, on perd de l'argent, on voit que ce sont plutôt les États-Unis qui sont en train de dicter aux autres pays de l'OTAN ce qu'il faut faire, comment il faut s'organiser. On perd économiquement, on a de l'énergie qui est plus chère, donc ça ne sert pas nos intérêts. Donc la seule solution pour s'en sortir, que ce soit dans le monde alimentaire, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'énergie, c'est la souveraineté. Ce qui ne veut pas dire de se refermer sur soi-même, cela veut dire qu'on prend les décisions qui servent nos intérêts et on est un État libre qui n'a pas peur de la pression d'autres États. Vous savez, il y a beaucoup d'États, la Hongrie est un petit État en Europe aujourd'hui, mais il se fait respecter et par la Russie et par les États-Unis. Et pourtant, il a beaucoup moins de pouvoir et de puissance que la France. Donc, si la Hongrie peut le faire, la France peut le faire aussi. Et d'autant que toute cette situation, elle est quand même véritablement hypocrite. J'ai là un document qui est vraiment intéressant, qui montre que les États-Unis jouent cette politique de la diversité. C'est-à-dire que pendant que les États-Unis nous demandent de couper le cordon ombilical avec la Russie, eh bien, j'ai découvert un document qui est quand même assez explosif du département du Trésor américain sur le bureau des sanctions, qui explique que depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'y a pas de sanctions énergétiques bancaires dans le domaine énergétique entre les États-Unis et la Russie. Ça veut dire que pendant la guerre en Europe, les affaires continuent. Et là, on est dans un cynisme pur, on est dans une hypocrisie pure. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je dis que les Français doivent comprendre qu'en réalité, ils sont le jeu, les Français et les Européens, d'une mécanique qui est en train de les broyer. Et Donald Trump, qui vient d'être élu, est très clair là-dessus. Il veut développer le gaz naturel liquéfié, il fera des accords avec la Russie, il veut développer le nucléaire,
et il veut même sanctionner le nucléaire français, et en particulier Framatome. Ils l'ont dit dans le programme, dans sa relation avec la Russie. Parce que s'il y a bien une chose qui est vraiment fondamentale, c'est notre relation entre la Russie et la France sur la maîtrise. Et moi, j'espère que Donald Trump ne va pas obtenir cette coupure entre la Russie et la France sur le nucléaire. Ce serait catastrophique. Je pense que s'il y a bien un trait d'union qui doit subsister justement pour assurer cette continuité, je forme le vœu que Vladimir Poutine ne cède pas aux sirènes de Donald Trump sur le sujet, eh bien, nous devons continuer à faire ces partenariats sur le nucléaire parce que c'est la condition de ne pas avoir ce rééquilibrage à l'inverse. Et donc, je pense très clairement que nous devons rééquilibrer et que l'enjeu du nucléaire va être fondamental. En tout cas, la diversification est essentielle. Là, je vais justement illustrer vos propos par ce qu'a dit Arnaud Montebourg tout récemment, et vous avez, je pense, retweeté sur votre compte. Nous avons accepté un système européen de fixation des prix de l'électricité qui est délirant. Nous sommes 3 fois plus chers qu'en 2019, alors que nous avons un parc nucléaire qui est le plus compétitif au monde. Et donc, le parc nucléaire qui est le plus compétitif au monde. Cet enjeu nucléaire, c'est vraiment l'enjeu, c'est aussi l'enjeu de cette guerre. C'est un enjeu fondamental, mais il faut expliquer pourquoi le marché européen de l'électricité a vu l'explosion du prix de manière artificielle. C'est que l'Allemagne a mis en place un système, notamment l'Allemagne, en Europe, du merit order. Le merit order, c'est l'unité de production la plus chère qui fixe le prix du marché. Or, l'unité de production la plus chère aujourd'hui en Europe, de production d'électricité, c'est le gaz. Et évidemment, comme on a coupé les approvisionnements en gaz de la Russie, qu'on a acheté 4 ou 5 fois plus cher le gaz naturel liquéfié américain, eh bien, ça conduit in fine à une explosion du prix de l'électricité du fait du besoin de l'Allemagne, surtout quand les éoliennes et les panneaux solaires ne marchent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, par exemple, le prix du spot du marché européen de l'électricité en Allemagne était à 800 € le mégawattheure, alors qu'avant-guerre, on était à 45 € le mégawattheure. C'est juste pour expliquer le délire. Et donc, évidemment, il faut, alors là, si on se place du côté européen, diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, c'est-à-dire, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs au moment du traité Euratom en 1957, après la nationalisation du canal de Suez, pour ne moins dépendre des besoins en pétrole, en gaz et en charbon, on avait développé l'Euratom. Et l'Euratom, c'est la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est le traité précurseur de la Communauté européenne telle que nous l'avons connue. Alors quand j'entends la ministre de l'Énergie nous dire récemment qu'il allait falloir créer l'Europe de l'énergie, j'ai juste pensé qu'elle avait juste besoin d'un livre d'histoire pour savoir qu'en fait l'Europe, c'est une indépendance énergétique. Et donc, le nucléaire est au cœur de la création. Et donc, moi, je plaide justement pour ce rééquilibrage complet, c'est dans mon chapitre 10, pour un plan nucléaire européen qui va diminuer les tensions parce que, en développant, alors évidemment, la filière nucléaire européenne, ça se développe sur le très long terme. Là, aujourd'hui, on bénéficie de l'électricité qui a été mise en place il y a 50 ans. Donc, évidemment, quand je parle de plan nucléaire européen, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place demain. Mais là, on est sur le temps moyen, long terme. Et c'est cette diminution des besoins grâce à l'électrification des usages et au développement du nucléaire qui va diminuer notre pression sur l'achat d'énergie fossile, nous rend beaucoup plus indépendants dans nos relations équilibrées avec les États-Unis et avec la Russie. C'est pour ça que je pense que le nucléaire, c'est la paix. J'ai fait même une tribune dans Spectacle du Monde qui s'appelle « Le nucléaire, c'est l'Europe, le nucléaire, c'est la paix », justement parce que la diminution de nos besoins énergétiques en Europe va contribuer à l'apaisement des tensions géopolitiques mondiales. Enfin, c'est mon opinion, après. On revient au sujet de la souveraineté. Tant qu'on dépendra d'énergie d'autres pays, eh bien, on dépendra de ces pays-là pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Il y a toujours des risques de chantage, il y a toujours des risques de pression. Il faut qu'on soit maître de notre énergie, parce que l'énergie est vitale pour la société. Aucune économie ne peut tourner sans énergie.
il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'économie, c'est la catastrophe. Donc on doit être au maximum indépendant, on doit être souverain dans ce domaine-là. La France a une connaissance dans le monde nucléaire qui est parmi les meilleures du monde, qui a été en tout cas, hein, parce qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'à force de ne plus investir, on va être dépassé par des concurrents, les Russes, les Chinois, les Américains, les Polonais, aujourd'hui, qui sont récipiendaires nets de dons de l'Union européenne, d'argent, achètent des centrales nucléaires américaines ou veulent acheter des centrales nucléaires américaines. Alors c'est quand même le comble, on est dans une Union européenne, on donne plus d'argent à d'autres pays pour les aider et pour nous remercier, ils achètent américains. Vous voyez, enfin, de la folie de l'organisation. Donc on doit retrouver cette souveraineté et des partenariats intelligents, en effet, avec d'autres pays pour s'aligner. Il n'y aura pas 15 000 acteurs dans le nucléaire dans le monde. Donc allions-nous avec les pays ou avec des sociétés qui vont dans la même direction pour des raisons stratégiques pour se développer et pour être sûr que, quelles que soient nos relations avec d'autres pays, changement de gouvernement, changement de politique, eh bien, que nous, en tout cas, on puisse assurer de l'énergie à l'ensemble de nos citoyens. Il faut préciser deux choses importantes. D'abord, une chose importante, c'est que l'Ukraine, en 2022, alors que l'Europe lui a délivré beaucoup d'argent en armes et en argent, a eu l'outrecuidance de commenter 9 réacteurs nucléaires à Westinghouse, quand même. Le plus grand concurrent, quasiment. Alors, on est quand même dans une situation que je trouve intenable et insupportable, après que ce soit fait damer le pion en France sur les sous-marins australiens. Là, on n'a même pas eu un seul des réacteurs nucléaires ukrainiens qui serait construit par EDF, Framatome ou Orano. Je trouve ça que c'est un impair absolument incroyable. La deuxième chose, et l'annonce vient de se faire sur Bloomberg aujourd'hui, les États-Unis annoncent un plan de construction de multiplication par 3 du nombre de réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que d'ici 2050, donc dans 25 ans, dans 25 ans, les États-Unis souhaitent avoir 3 fois plus de puissance installée nucléaire sur le pays. C'est dire l'importance que revêt l'électrification, électricité nucléaire demain. Donc là-dessus, il faut qu'évidemment l'Europe lève les manches sur ce thème. Et contrairement à ce qu'a dit Mme McGregor, la patronne d'Engie, qui a trouvé la solution pour ne plus dépendre du gaz américain, elle dit qu'il faut développer les énergies renouvelables intermittentes. Voilà, c'est reparti. On va mettre des éoliennes et des panneaux solaires pour ne plus dépendre du gaz. D'abord pour ne plus dépendre du gaz russe et maintenant pour ne plus dépendre du gaz américain. Mais foutaise. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. En plus, la France, en réinvestissant dans son parc nucléaire, eh bien, pourrait justement redevenir une très grande puissance européenne si justement les autres pays européens préfèrent acheter à la France pour des raisons de proximité, des raisons de politique. Donc non seulement on assurerait notre énergie, notre souveraineté énergétique, mais on permettrait à d'autres pays proches d'avoir aussi de l'énergie et donc on assurerait la stabilité de notre continent. C'est extrêmement... Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le cas de la Hongrie est très intéressant, même si ça a un peu froissé la Russie. C'est que la Hongrie, on peut dire quand même plutôt dans l'écosystème dans de très bonnes relations avec la Russie, mais pour assurer son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, a acheté la prestation de Framatome, du français Framatome, pour les combustibles des centrales nucléaires de fabrication soviétique et russe. Et pourquoi ? Parce que Framatome a acheté le brevet des combustibles russes pour l'Europe. Et donc ça permet à la France d'être fournisseur de combustible de centrales nucléaires russes. Vous voyez, c'est justement comme ça que... C'est assez d'ailleurs drôle de voir que les États-Unis qui prônent l'économie de marché soient les premiers à essayer de couper l'existence d'un concurrent sur le marché mondial. C'est assez amusant. Classique. Un petit mot sur l'économie allemande qui doit souffrir. Vous parlez de cette importance des 2 gazoducs, la construction pour l'Allemagne. Et à l'époque, le rôle de Gerhard Schröder, qui est d'ailleurs un ami intime de Vladimir Poutine, 20 ans plus tard, c'était en 2005, donc en 2025, les relations ont été également coupées, les relations économiques ont été également coupées entre l'Allemagne et la Russie. Peut-on revenir à la normale rapidement? Rapidement, peut-être pas, mais en tout cas, oui, bien sûr qu'on peut revenir à la normale. Alors, on ne va pas prendre la Russie, la mettre dans une navette spatiale et l'envoyer sur Mars.
la Russie serait toujours un pays européen. Et je vous rappelle que dans le passé, la Russie et la France ont été alliées, l'Allemagne et la Russie ont été alliées, la France et les Anglais se sont haïs pendant des siècles. Et aujourd'hui, voilà, on est amis. Et les Allemands, je peux vous dire que à l'époque de mes grands-parents, quand on parlait des Allemands, c'était quand même quelque chose qui était assez difficile. On a été envahi quand même 3 fois par les Allemands entre la fin du 19e et le milieu du 20e. Donc, et Dieu merci, on arrive à refaire la paix. Donc oui, on va refaire la paix, c'est dans notre intérêt. Vous savez, l'espace européen est quelque chose qui doit être pris en compte. C'est dans un monde multipolaire qui est en train de se développer, avec une démographie africaine, une Afrique qui a envie de se développer, avec l'Asie qui a envie de se développer, avec les États-Unis qui remettent quand même quelqu'un à la tête du pays, qui a envie de faire de leur pays un grand pays. L'Europe doit être considérée comme un espace continental, parce qu'on a une même civilisation helléno-chrétienne, parce qu'on se connaît, parce que dans ce monde des plaques tectoniques qui bougent, chercher un peu de stabilité avec des voisins, avec des personnes qu'on connaît bien, est dans notre intérêt. Le problème, c'est qu'on a une Union européenne qui est à côté de la plaque, qui est un outil atlantiste, qui a été monté, entre autres, par l'aide en sous-main, déguisée par les Américains, et qui ne sert pas les intérêts des Européens. Donc, ce qui est important, c'est de retravailler, et d'ailleurs, c'était le projet, à la fin de l'URSS, de redévelopper une nouvelle architecture de la paix en Europe. Et pour moi, l'Europe, ça va vraiment de l'Atlantique au Pacifique. On aurait l'espace continental quasiment un des plus grands au monde, on aurait accès à toutes les richesses, on aurait un savoir-faire et on aurait la stabilité. Ce qu'on doit éviter en Europe, ce sont ces guerres qui nous minent historiquement. Le problème, c'est que nos hommes politiques ne lisent pas des livres. Ils ne lisent pas des livres, ils ne lisent pas des livres d'histoire, donc ils ne connaissent pas. Oui, ils vont remonter 100 ans en arrière, oui. On a ce même genre de situation. Et ça, c'est important. Donc, il faut retravailler, repenser cette architecture de la paix et qui peut avoir un volet commercial, mais qui ne soit pas coercitif, qui vienne d'en haut, qui ne soit pas antidémocratique, avec des technocrates élus par personne qui pondent des lois qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je pense que c'est important de dire on veut la paix en Ukraine, on veut la paix en Russie, avec la Russie, et on veut repenser à l'autonomie globale de l'Europe dans un monde qui est en train de bouger et où on va avoir des puissances qui vont nous concurrencer sérieusement. J'avais été beaucoup fasciné, j'ai 2 points à évoquer. Alors pour l'Allemagne, il va y avoir des élections, il y a une instabilité, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des partis politiques qui prônent le développement du nucléaire et qui sont en train de remettre en cause cette Europe technocratique qui est presque une Europe Union soviétique, c'est-à-dire qu'on a récupéré vraiment ce qui pouvait ne pas être bon dans le régime de l'Union soviétique, de l'URSS. Donc voilà, ça a glissé vers l'Ouest finalement. Ce qui, moi, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, ce qui, moi, m'a beaucoup fasciné en écrivant mon livre, c'est l'importance que revêt l'histoire pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire que quand on écoute ses discours, je pense même qu'il a fait un article, j'ai le souvenir qu'il a fait un article qui est publié sur le site du Kremlin sur l'histoire de la Russie. On voit une maîtrise, c'est-à-dire qu'il réfléchit à sa pensée politique sur le temps long de son pays. Et il peut le faire parce qu'en plus, il est ce qu'on appellerait un tsar soviétique depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il est au pouvoir depuis, non, je dis 20 ans, 25 ans avec la petite période de 5 ans de Medvedev, mais enfin, il a quand même dirigé le pays pendant 25 ans. Et nous, de notre côté, je le dis dans mon livre, on a des élus qui sont là 5 ans, 10 ans, et qui ne peuvent même pas, qui ne peuvent pas penser le temps long. Et donc, c'est vraiment fascinant parce que, effectivement, nos pays occidentaux ont perdu toute notion d'histoire. Et par exemple, la preuve, c'est Tucker Carlson, dans son débat avec Vladimir Poutine, le président Poutine a fait un long développement historique. Et on sent Tucker Carlson, l'Américain, le cow-boy, s'impatienter de ce long monologue préalable que veut installer le président Poutine pour expliquer aux Américains. Et là, l'Américain, il montre en lui-même ce que sont les Américains. C'est-à-dire, et il ne comprend pas. Et c'est fascinant parce qu'on voit bien cette relation et tous ces enjeux géopolitiques. Et moi, je fais le même constat par rapport à mes interventions sur la géopolitique. On a l'impression que les Occidentaux ne connaissent même plus leur histoire. Et quand ils parlent de l'Europe, ils ne connaissent même plus l'histoire de l'Europe. Alors évidemment, on part dans une Europe qui est complètement déracinée par rapport à ses fondations initiales. Et
Et là-dessus, peut-être que l'autre solution aussi pour pacifier, eh ben, c'est de refaire des cours d'histoire un peu plus approfondis sur la géopolitique et dans les relations qu'on a pu avoir. Rappelez-vous, la France s'est sacrifiée et a sacrifié son roi pour aider l'indépendance américaine. On a eu des relations tout à fait apaisées avec le tsar et avec la Russie pendant des centaines et des milliers d'années. Il n'y a pas de raison qu'on ne rétablisse pas des relations apaisées historiques. On est l'Europe est chrétienne, la Russie est chrétienne, les États-Unis sont des pays chrétiens. Il faut que ce point-là soit un point d'entente fondamental pour pacifier voilà, les relations internationales. Je vois pas comment... Chateaubriand disait que la France et la Russie avaient tout pour s'entendre. On n'est pas concurrents, on n'a pas de pays limites, on n'a pas de frontières limitrophes et on a les mêmes ennemis. À l'époque, c'était l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, il disait que les Tuileries parlent à Saint-Pétersbourg et tout se passerait bien en Europe. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment important aussi pour calmer les tensions, l'accès à la côte atlantique, l'accès à la côte pacifique. Par rapport aux histoires qu'on a pu connaître en Europe aujourd'hui, c'est bien d'avoir un axe Paris-Moscou et voilà, et qui répondent aux aspirations des Et je pense que c'est d'Europe. important par rapport à ces tensions qu'on a pu vivre dans les médias, etc., de préciser que ce n'est pas parce qu'on veut avoir des relations apaisées avec un pays qu'on doit considérer adhérer soit à la politique de ce pays. On n'est pas un allié de ce pays parce qu'on dit qu'on veut avoir des relations, des partenariats. Je pense qu'il y a une grande confusion là-dessus. Et l'énergie, je pense, c'est vraiment l'outil de la pacification mondiale. Mais il faut que Donald Trump n'aille pas trop fort non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un équilibre entre les deux. J'ai un peu peur, dans l'enthousiasme de Donald Trump de son élection, de ses pleins pouvoirs qu'il a eus, qu'il aille un peu trop fort dans l'équilibrage inverse. Puisque vous parlez des médias, ce sera ma dernière question. Il y a une troisième guerre, et c'est la guerre d'information. Quel est le rôle de cette guerre? Alors, tout est dans l'information aujourd'hui. On n'a jamais été autant abreuvé d'informations, mais on ne sait pas l'analyser. Donc, revenir à quelques minutes en arrière, lire des livres, prendre le temps d'analyser, de comprendre les situations, de remonter dans le temps. La guerre en Ukraine, on la voit complètement différemment à partir du moment où on lit un livre d'histoire et on essaie de comprendre quelle est la genèse de cette guerre, qu'est-ce qu'elle recouvre, comment est-ce qu'on dit, comme Fabien l'a dit à un moment, et pour la fin, on se rend compte que c'est la partie émergée d'un iceberg géopolitique qui est beaucoup plus important, qui est une guerre de grande puissance, une guerre énergétique, une guerre politique. Mais quand on regarde les médias, on a l'impression que du jour au lendemain, Poutine s'est réveillé, il a dit « Tiens, je vais envahir mon voisin ». On est très très loin de la réalité. Donc cette guerre est extrêmement néfaste parce qu'on se rend compte que derrière, on pense que nous sommes en démocratie, on pense qu'il y a la liberté d'expression, mais c'est globalement faux parce qu'on peut plus ou moins dire ce qu'on veut dans le café du commerce, mais on ne peut pas porter ses idées au pouvoir de manière, on va dire, déontologique si on n'a pas de l'aide financière derrière, si on n'est pas pistonné, s'il n'y a pas... C'est impossible, c'est extrêmement difficile. Donc, vous savez, il y a un terme qu'on doit remettre à l'ordre du jour qui est vraiment la propagande. Et il y a un excellent livre d'Édouard Bernays, Propaganda, qui était le roi de la publicité aux États-Unis et qui a rejoint l'équipe du président Wilson, qui lui devait convaincre les Américains qu'il avait élus lors de son deuxième mandat pour ne pas faire la guerre en Europe. Il a dit he will keep us out of the war, il va nous empêcher qu'on rentre dans la guerre. Et une fois élu, eh bien, son entourage politique, financier, militaire lui dit il faut qu'on aille faire cette guerre parce que si l'Allemagne ou un pays en sort trop important, eh bien, nos intérêts peuvent être en danger. Et donc, il a pris Édouard Bernays, du monde de la publicité, pour retransformer, pour retourner l'opinion publique américaine, pour la convaincre qu'il fallait rentrer en guerre en Europe, notamment par la vidéo. Et ces méthodes de propagande ont été utilisées par les États-Unis, mais sont également utilisées par tous les pays du monde, et notamment dans l'Ouest. Et ce qui est particulièrement hypocrite, c'est que nous n'arrêtons pas de nous gargariser de la tolérance, du respect des opinions des uns des autres. Or, ce n'est pas vrai. Donc, du coup, je pense que c'est extrêmement important de lutter, d'appeler un chat, et de parler de propagande et pas juste d'information, et surtout de se former, parce qu'on ne peut pas répondre correctement à la propagande si on n'est pas formé, si on n'a pas les arguments, si on n'a pas lu, si on ne diffuse pas cette information. Parce que du coup, ce type de propagande nous entraîne dans la guerre. Je vous donne un exemple. Vous avez plusieurs présidents américains, comme Wilson, vous avez McKinley avant lui, vous avez Roosevelt
Vous avez, Roosevelt après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Johnson au Vietnam, tous ces présidents ont tous dit qu'ils ne feraient pas la guerre. Tous. Ils ont été élus sur des campagnes. Donc c'est pour ça aussi, même avec Donald Trump, il faut faire un peu attention parce qu'il est pacifique, mais on voit que dans les premiers jours les premières nominations qu'il donne, il nomme quand même quelques faucons. Il faut faire attention à ça. Ces présidents américains ont été nommés pour ne pas faire la guerre, ont été élus entre autres pour ne pas faire la guerre. Et grâce à la propagande, ils ont fait la guerre. Une nouvelle guerre en Europe, une troisième guerre mondiale en Europe nous serait fatale. Donc il est indispensable de se libérer des chaînes de la propagande et de soutenir les médias, de soutenir les personnes qui donnent un autre son de cloche. Et ça, c'est extrêmement important. Donc du coup... Et justement, je vais ajouter là, parce que c'est un bon moment, je m'adresse à tous les gens qui nous regardent, qui commentent, qui analysent nos vidéos ensemble. Nous dépendons de vous, de vos dons, et notre existence, c'est votre existence, en fait. Moi, je finirai en disant que, en réalité, pour participer parfois à des médias tout à fait officiels, je dirais que le problème n'est pas encore le média. Le problème, c'est le temps de diffusion de l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, les médias, on va dire en chaîne continue ou les grandes chaînes de télévision, ont très peu de temps. Ça m'est arrivé d'intervenir dans ces médias quand le sujet de l'énergie était au cœur de l'actualité, en particulier au moment de la crise de 2022-2023. Là, personne n'en parle aujourd'hui, ça m'attriste un peu parce que c'est un sujet fondamental. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le cadre de l'élection de Donald Trump, les médias alternatifs, X, ont constitué des outils de formation. C'est pour ça d'ailleurs que, pour ce qui me concerne, j'étais ravi de répondre à votre invitation, Irina, du Cercle d'amitié franco-russe, parce que je souhaite communiquer partout où cela est possible. Ce n'est pas une adhésion à tel ou tel régime, ce n'est pas un soutien politique à Donald Trump ou à Vladimir Poutine, c'est simplement l'expression de ma pensée, et un format un peu long permet d'exposer. Et c'est tout le problème du média. Indépendamment de si les médias sont tenus ou veulent orienter, c'est que comment voulez-vous expliquer des questions aussi compliquées que la géopolitique de l'énergie en 5 minutes sur LCI ou sur BFM? C'est juste impossible. Et en fait, ils ne sont pas en mesure d'avoir le temps de le faire. C'est le temps. Et donc, moi, c'est ce que je dis sur la question de la guerre de l'énergie, c'est que la guerre de l'énergie ne peut pas être traitée sur TikTok, ne peut pas être traitée dans des formats courts ou sur des chaînes en continu, et doivent être exposées dans des longs développements d'une demi-heure. Une demi-heure, on commence, 1 heure, 1 heure et demie, et ça permet, par un travail pédagogique, de former nos téléspectateurs dans tous les supports. Et moi, j'interviens partout, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Je vais partout, là où le vent m'amène, parce que je pense que c'est ce travail-là qui permet de faire réveiller les consciences. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes dans le temps long, comme vous dites. Très bien. La France et la Russie, nous avons tout notre temps. Et merci de maintenir ce dialogue franco-russe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irina.